Le Poinçon, un podcast de la BBR. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une capsule spéciale du CCDV, réalisée en collaboration avec la BBR. On a la grande chance d'accueillir Marie-Pierre Assimakopoulos, une psychologue conseillère en orientation scolaire et professionnelle, pour un échange inspirant sur son parcours, son métier, ses outils et sa vision de l'orientation pour les jeunes en situation de handicap. Merci à elle d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous qui nous écoutez sur Le Poinçon. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. On sait que tu es psychologue et conseillère d'orientation dans un cycle, mais est-ce que tu peux parler plus précisément de ce que tu fais ? Oui, bien sûr. En gros, mon métier consiste à aider tous les jeunes du cycle pour lequel je travaille à déterminer ce qu'ils veulent faire, que ce soit en termes de formation ou de métier. Je m'explique. On peut avoir une idée de métier. Par exemple, je veux être éducatrice et pouvoir passer par plusieurs chemins, plusieurs formations différentes pour y parvenir. C'est pour ça qu'on distingue entre le métier qu'on souhaite faire et la formation par laquelle on souhaite ou on peut passer pour y parvenir. Et c'est quoi que t'aimes, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est une opportunité, lorsque j'étais étudiante en psychologie, d'aller discuter avec des conseillers en orientation. J'ai fait un stage de découverte, en fait. Et mon idée de base était de devenir psychothérapeute avec mon cabinet, etc. Et puis quand je me suis rendu compte que trouver un stage dans ce domaine-là était extrêmement difficile, j'ai discuté avec une amie qui m'a dit « Mais tu sais, elle se formait déjà comme conseillère d'orientation. Et elle m'a dit « Mais tu sais, il y a la possibilité d'aller faire des stages de découverte. Va... écrit et puis peut-être que ça va te plaire. » Et j'ai effectivement fait un stage de découverte en suivant ses conseils. En plus, elle m'avait déjà dit que c'était intéressant, etc. Et après mon stage de découverte, je me suis dit « Go, on y va !» Ce que j'adore, c'est la diversité des rencontres parce que tu travailles dans un cycle. Alors, on peut se dire qu'on rencontre tous des jeunes entre 12 et 15 ans. Oui, c'est vrai, c'est une tranche d'âge. Et en fait, comme chaque jeune est différent, avec son histoire, avec sa vision des choses, avec ce qui est important, pas important, ses forces, ses faiblesses, ça donne chaque fois une rencontre qui est différente. Et c'est ça que j'adore, en fait. Et avant, j'ai travaillé aussi avec des collégiens, avec des adultes, et c'est la diversité des parcours de tous les gens. Et ce que j'adore aussi, c'est que souvent, quand on est psychologue, on rencontre des personnes qui passent une période un petit peu difficile. Or, je suis psychologue conseillère en orientation et j'ai la chance de rencontrer aussi des personnes qui vont bien. Ça veut dire que je peux vraiment rencontrer toutes sortes de gens et c'est inspirant, c'est chouette, c'est motivant. Mais d'ailleurs, t'es psy dans un cycle, les élèves, ils font même pas... ils se rendent même pas compte que t'es aveugle. Si, bien sûr, si, mais, ils le savent. Ils le savent, oui, mais ça leur fait pas... ça les choque pas, je veux dire. Pas du tout. Au début de l'année, je passe dans les classes de 11e année, puis un peu plus tard de 10e année, pour présenter les différentes filières accessibles après le cycle, pour présenter toutes les possibilités en fait qui existent et pour présenter mon rôle. Donc là, de fait, je leur dis que la seule chose qui change par rapport au fait que je ne les vois pas, c'est que lorsqu'ils arrivent dans mon bureau, il faut qu'ils me redisent leur prénom. Je leur dis, c'est comme le mot de passe. Ouais. Et quand ils entrent dans mon bureau en me disant « Ouais, bonjour madame !» Je vais « Hey, t'as oublié le mot de passe !» Mais tu reconnais aussi leur voix. Oui, bien sûr. Mais comme il y a 700 élèves dans le cycle, je ne peux pas reconnaître les 700 voix des 700 élèves. Non. Sinon, ma tête va exploser. Et en plus, la chose qui est extrêmement compliquée, c'est qu'il y a des garçons qui muent. C'est pour ça que je suis attentive, si j'ai le moindre doute, à leur poser la question. Une autre chose à laquelle je suis attentive, parce que, en fait,
Mon handicap, il n'a pas grand-chose à faire dans l'exercice de mon métier, mais il l'impacte quand même. Par exemple, lorsque je suis dans une classe, je demande à l'enseignant d'être là et de gérer la prise de parole, parce que je dis aux élèves, si tu lèves la main et que ça fait 10 minutes que tu as la main levée pour demander la parole et que je ne m'en suis pas rendu compte parce que je ne l'ai pas vu, tu auras des crampes à la fin de l'heure. Donc je demande à l'enseignant de gérer la prise de parole pour éviter ça. Et justement, tu as dit que ça impacte... L'exercice de mon métier, Oui. c'est ça ? Mais en fait, du coup, quels sont les aspects visuels de ton métier de psychologue? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, lorsque je fais des présentations devant tous les parents de l'école ou bien devant des classes, je dois avoir un support visuel qui accompagne ma présentation pour que ce soit plus confortable parce que les personnes qui voient sont habituées de cette manière-là. Je fais en sorte d'avoir la présentation en parallèle sur mon iPhone. Comme ça, je l'ai quand même en connectant ma ligne braille en Bluetooth dessus. Ce qui fait que comme ça, je peux avoir un repère, savoir où j'en suis, tout en faisant défiler ce qu'on appelle les slides, c'est-à-dire les différentes parties de ma présentation. Et je dis toujours aux parents, alors je ne vois pas ce que vous voyez à l'écran, donc si vous vous apercevez que ce que je vous dis n'est pas cohérent avec ce que vous avez sous les yeux, dites-le moi, parce que ça voudra dire que je me suis trompée dans le compte je me suis embrouillée dans le PowerPoint. Mais la plupart du temps, ça fonctionne très bien. D'autres aspects visuels aussi, c'est... vous êtes toutes les trois à l'école, vous savez que lorsqu'on se promène dans les couloirs, on croise des tas de gens. Et pour quelqu'un qui voit, c'est très facile. Ah, il y a la personne à qui je veux parler, elle est là-bas, à l'autre bout du couloir, et vous courez, attends. Et nous, on ne peut pas faire ça. Donc, pour entrer en relation, pour aller chercher quelqu'un à qui on doit parler, c'est pas toujours simple. Ça, c'est quelque chose qui me complique un petit peu la vie. Il y a aussi des moments où, par exemple, dans une classe, tout à coup, on entend plein de bruit. Alors, on sait qu'il y en a qui sont en train de mettre le bazar, mais on ne sait pas très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et on remarque bien que l'enseignant a l'air de parler en aparté à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il faut s'interrompre ? Est-ce qu'il faut continuer à parler comme si de rien n'était ? Est-ce qu'il faut demander ce qui se passe ? C'est tous des petits ajustements, en fait, avec les différents enseignants avec lesquels je suis habituée à travailler. Je sais que tel enseignant, il va venir m'expliquer après ce qui s'est passé. Mon handicap n'impacte pas mon métier en soi, mais il impacte ma manière d'être en relation. Et c'est un peu tous les aveugles. Voilà, c'est ça que je pense que vous vivez la même chose. Ça impacte pas votre métier d'élève en soi, mais ça impacte la manière d'appréhender ce que vous apprenez et de comprendre ce qui se passe autour de vous. C'est ça. Quelles études as-tu faites là-dedans ? C'est quoi ton parcours professionnel ? Alors, mon parcours scolaire, ça a été d'abord le cycle, comme vous trois. Ensuite, je suis allée au collège. Alors, j'ai pas mal souffert en mathématiques, mais j'ai eu la chance d'avoir un enseignant extraordinaire qui m'a donné des cours supplémentaires. Sur le moment, je le vivais simplement comme une contrainte de plus. Et c'est en ayant trouvé du travail que je me suis rendu compte de ce qu'il avait fait pour moi. Et je lui ai écrit une lettre. En lui disant que j'avais trouvé du travail, que j'étais psychologue conseillère en orientation, que j'étais bien dans ce que je faisais et qu'en me donnant ces cours supplémentaires que j'avais vécus comme une contrainte, eh bien, il m'avait au contraire énormément aidée et je tenais à l'en remercier, que je n'avais pas su le faire sur le moment parce que mon âge était, quand on a 16 ou 17 ans, parfois, on ne pense pas à ces choses et c'est après, en se retournant, qu'on se dit « Ah, mais là, il m'a beaucoup aidé. » On a peut-être du recul. Voilà, quand on prend du recul, tu as raison. Ensuite, après le collège, j'ai suivi l'université en psychologie, d'abord à Genève, et ensuite, j'ai fait ma spécialisation en orientation scolaire et professionnelle à Lausanne. Ensuite,
J'ai commencé à travailler comme conseillère d'orientation, puis après quelques années, j'ai essayé de me former en psychothérapie. Alors j'ai suivi tous les cours qu'il fallait, mais je n'ai pas trouvé l'endroit où je pouvais pratiquer, parce que pour devenir psychothérapeute, il faut avoir une expérience dans une institution qui accueille des psychologues. Ce que je faisais en orientation n'était pas reconnu parce que ce n'est pas de la thérapie. Donc, je n'ai pas trouvé cette expérience-là. Donc, je suis restée dans mon métier de base. Et maintenant que je travaille là où je travaille actuellement, où je me sens très bien, je ne regrette pas une seconde d'être restée dans ce métier. D'accord. Du coup, comment ça s'est passé tes études? Comment tu l'as vécu? Alors, mes études, il faut vous représenter quand on est, peut-être d'abord l'âge du cycle. Alors, ça n'a pas été simple, parce que vous savez très bien, toutes les trois, qu'à 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est pas un âge où il fait bon être différent des autres. Vraiment. Dès qu'il y en a un, il y en a d'autres qui sortent du lot, ça y est, ça commence à parler mal de lui. C'est ça. Voilà. Et comme vous trois, même si on est toutes avec des histoires et des parcours de vie différentes, moi je l'ai aussi vécu de cette façon-là, ça n'a pas été simple. Le collège, ça a été déjà un peu mieux. Et puis, alors au début du collège, je pensais que ça allait être comme au cycle, que les relations avec les camarades, l'intégration allait pas être simple. Mais en même temps, comme j'allais skier tous les week-ends au groupement roman de skieurs aveugles, je me rendais compte qu'en côtoyant des personnes handicapées de la vue un peu plus âgées, que c'était juste un moment à passer, qu'après ça irait probablement mieux vu ce qu'elles me racontaient de leur parcours. Donc c'était plus facile. Et puis, plus j'avançais dans le collège, mieux ça allait de ce point de vue-là. Et à l'université, eh bien, j'ai très vite rencontré beaucoup de gens. Faut vous représenter des auditoires de 300 personnes. Donc, on était plusieurs filles à venir du même collège, donc on est venues au départ ensemble. Et puis, elles sont restées certaines assez proches, d'autres un peu moins. Et puis, moi, j'étais un peu l'électron libre qui se promène entre les différents groupes. J'avais plaisir à être avec tout le monde. Et j'ai vraiment noué des contacts super enrichissants. Là, par contre, c'est avec les enseignants que ça a été plus compliqué parce qu'un enseignant qui enseigne à 300 personnes, il ne peut pas adapter son enseignement. Donc, je ne vous raconte pas, je crois que le moment le pire, ça a été en première année, quand j'ai étudié les illusions d'optique. En première année de... En première année de psychologie. Ouais. Oh là là. En bachelor, ok. Ouais. En bachelor. Ah mon Dieu. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai Il a beaucoup pas- ri. Parce que la première fois qu'il a montré une illusion d'optique, je suis allée poser la question avec l'enseignant de faire un parallèle avec l'audition pour comprendre, parce que parfois on entend des sons qui se mélangent et on a l'impression que c'est un son alors que c'en est un autre. Oui. Eh bien, l'illusion d'optique, c'est la même chose, mais quand on voit, Oui. avec des images. Oui, bien sûr. C'est plus clair comme ça? Oui, oui. Ah ouais, donc en gros, c'était très adapté à ton handicap. Voilà, C'était la voilà. cata. Et puis, je suis allée demander un parallèle avec l'audition et l'enseignant a sorti un article de son sac, l'a tendu à ma copine qui m'avait gentiment accompagnée jusque vers lui parce qu'il y avait plein de sacs étalés partout dans l'auditoire parce que les gens allaient et venaient. Et il lui a donné l'article et il a dit « Vous lui lirez puis vous lui expliquerez que ça l'aiderait à répondre à sa question. » Donc quand je me suis aperçue que la personne peinait même à me parler directement, je me suis dit « Aïe, 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 il y a du travail !» Heureusement, ils n'étaient pas tous comme ça. J'ai aussi eu des profs extraordinaires qui se sont donné beaucoup de peine lorsqu'ils présentaient un schéma ou visuellement pour les autres, se donnaient la peine de le décrire, faisaient le maximum pour que je puisse comprendre. Il y a même une enseignante qui m'avait dit dans mes cours, on est nombreux, donc s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous m'envoyez un email et soit moi, soit une de mes assistantes vous le réexpliquera. Enfin, j'ai aussi eu des gens mais extraordinaires. Ça dépend de Oui. la capacité de chacun. C'est ça. Et donc, après mes études, je suis allée à Lausanne pour me spécialiser en orientation scolaire et professionnelle, comme je vous le racontais. Avant ça, j'avais pris une année sabbatique pour partir en Angleterre, améliorer mon anglais. Donc là aussi, il a fallu... je ne vous raconte pas quand il faut traverser puis qu'il faut écouter dans l'autre sens parce que sinon on se fait écrabouiller. Ça a été tout un apprentissage, c'était pas simple. Mais à mon retour d'Angleterre, j'ai commencé mes études, ma spécialisation en orientation scolaire et professionnelle, puis j'ai entamé ma vie professionnelle.
Et t'as fait d'autres métiers ou pas avant d'être psychologue? Non, ça Ah. a été mon seul métier. J'ai eu quelques petits jobs ici et là, comme donner des cours. J'ai travaillé aussi à la BBR à l'époque, mais comme un job d'été pour étudiante. Mais c'était adapté. Oui. Ok. Oui. Et les cours que j'ai donnés, les quelques cours que j'ai pu donner, c'était à des gens que je connaissais. Parce que si on passe par les circuits habituels, là, ils vous disent mais tu vois pas comment tu vas faire, etc. Et on est sur le moment, on ne sait pas toujours comment on va s'y prendre. Tandis que là, je donnais des cours, des répétitoires à une de mes voisines, ce qui fait que pour elle, c'était tout à fait habituel de me lire ses consignes et que je puisse l'aider à comprendre ce qu'elle n'avait pas compris. Donc, t'as jamais fait de job, enfin, même ton métier de base, enfin, c'était toujours adapté enfin, plus ou moins adapté à ton handicap. Alors j'ai dû l'adapter beaucoup moi-même. Quand j'ai commencé comme conseillère d'orientation, j'ai dû adapter un certain nombre de tests qu'on utilise en orientation. J'ai dû soit les transcrire en braille, soit pour ceux qui étaient, parce que parfois on doit évaluer, par exemple, si quelqu'un est capable de voir entre 2 dimensions et 3 dimensions, des choses plutôt spatiales ou plutôt numériques. Là, j'ai dû les adapter en relief. Ça m'a demandé un peu de travail au début. J'ai aussi fait la demande de ce qu'on appelle une contribution d'assistance. Vous en avez tout entendu parler, je pense. L'équivalent des AIS qu'on a maintenant. Non, la contribution d'assistance, c'est des personnes que toi, tu engages pour t'aider C'est à l'AI. pour les tâches dont tu as besoin. Moi, je l'ai fait, moi. Tu l'as fait, toi. Les tâches au domicile ou à l'école? Non, à l'école. Ça peut être pour tout. Et là, en l'occurrence, j'ai quelqu'un qui vient à l'école 2 heures par semaine et qui m'aide à classer les choses que je n'ai pas pu classer seule. Là, en ce moment, enfin, pendant tes... Maintenant, Ah, ok, d'accord, oui, ouais. toujours. Qui m'aide également pour, justement, si je dois adapter un document, lorsque par exemple on a des tableaux qui contiennent des informations, parfois elle me les convertit en texte, ou parfois le tableau est suffisamment simple pour que j'arrive à le lire. Donc chaque fois, on doit évaluer ensemble, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il faut modifier quelque chose? Et modifier quelque chose de quelle manière? Donc avec ces aides-là, j'ai moi-même adapté aussi un certain nombre de choses. J'ai dû faire aussi tout un travail pour mes déplacements parce que je travaille au Siècle du Marais et j'ai une permanence par semaine dans ce qu'on appelle la Cité des métiers qui se trouve à Plainpalais. Donc j'ai dû repérer les différents lieux. Avant, je travaillais dans un autre centre d'orientation qui se trouve à Aunay, donc j'avais aussi dû tout repérer. Et là, on avait mis du braille sur tous les casiers de la documentation pour que je sache quel document était rangé où. C'est tout un travail que j'ai fait au fur et à mesure. Mais c'est moi qui devais dire, là, il faut faire de telle et telle façon. C'était pas toujours simple. T'es arrivé à prendre ta place dans les métiers enfin, dans les jobs que tu faisais avant ou pas? C'est pas... Alors, même maintenant, Enfin, oui, maintenant c'est aussi. quelque chose... Alors, c'est quelque chose qui, chaque fois que tu changes de collègue parce que quelqu'un quitte l'équipe, quelqu'un part, chaque fois qu'il y a des changements, je dois... de nouveau discuter, expliquer les choses et chaque fois c'est quelque chose qui, le fait de prendre sa place dans un groupe n'est pas toujours simple quand tout le monde parle en même temps. À quel moment est-ce que je peux prendre la parole ou pas? À quel moment est-ce que la personne à qui je veux parler m'écoute ou est-ce qu'elle est distraite par autre chose? Lors d'une séance, est-ce que oula, il me semble qu'il y a un peu beaucoup de tableaux avec des chiffres et ils en ont expliqué qu'une partie. Auprès de qui est-ce que je vais pouvoir m'assurer que j'ai tout compris ou est-ce qu'une information m'a échappé? Pendant la période Covid, il a fallu s'adapter à travailler en visioconférence. Comment est-ce que je gère l'usage de ma caméra alors que je ne vois pas et que je ne me rends pas compte? Comment régler l'écran de façon à ce que ça filme mon visage et pas mon t-shirt? La question de la place, elle se repose à chaque changement, en somme. Comment tu fais pour te faire entendre? Souvent, là où je suis plus à l'aise, au lieu d'aller vers toute l'équipe et dire « il y a un problème, etc., je vais plus facilement discuter avec une personne individuellement si j'ai un problème.
parce que c'est important aussi de ne pas ramener toutes les choses à notre problème de vue, parce que c'est un problème qui ne nous concerne que nous. Alors, je suis attentive à aller discuter, peut-être individuellement avec quelqu'un, s'il y a quelque chose où j'ai besoin d'aide, ou bien où j'ai pas compris, ou bien où j'ai besoin de réfléchir comment faire, ou... Dans la majorité, la collaboration a été plus ou moins fluide ou pas dans ta vie, dans ta scolaire et tout ça, avec les gens? Ça n'a pas toujours été simple. C'est pas toujours simple. Oui. C'est quelque chose que je dois re-questionner souvent. C'est pas acquis une fois pour toutes. Et je pense qu'une erreur que j'ai faite au début, c'est ok, ça fait quelques années que je travaille à Aunay maintenant, donc c'est acquis, ça roule. Mon handicap n'a plus aucune existence, n'a plus aucun impact, etc. Et c'est pas vrai. Régulièrement, aller s'assurer, ok, quand je te demande est-ce qu'on peut aller ensemble à telle séance parce que je suis pas sûre de maîtriser le trajet pour m'y rendre, est-ce que c'est ok pour toi? Et toujours dire si jamais tu peux pas, dis-moi parce que j'ai possibilité de trouver une autre solution. Parce qu'il y a eu un moment où, avec mes anciennes collègues à Aunay, c'était très tendu parce que j'ai oublié de faire attention à ce genre de choses. Et j'ai trop pensé que c'est bon, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, donc tout roule. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel maintenant je fais plus attention. Mais la question de la place et la question de comment on compose avec le handicap au quotidien dans le travail, parce qu'en même temps, on ne peut pas se permettre d'en parler trop souvent. Parce que ce qui est important, c'est la collaboration qu'on a professionnellement. Le handicap, il est complètement secondaire dans toute cette histoire. Et là, je vous parlais tout à l'heure de mes week-ends de ski avec le GRSA et aussi des randonnées avec le groupe sportif des handicapés de la vue ou du paddle ou de toutes ces activités sportives que je fais. Elles me permettent de faire plein de sports, ça c'est une chose, mais elles me permettent aussi de discuter avec d'autres personnes handicapées de la vue de toutes sortes d'âges et de toutes sortes de caractères, parce qu'il y a notre handicap, mais il y a aussi qui on est, notre caractère, comment on réagit. Et, ah tiens, toi, dans cette situation, t'as réagi comme ça. Oh ben j'aurais jamais pensé. Et ça, c'est précieux, cette entraide-là, parce que ça permet de comprendre, ok, ce problème-là, c'est lié au handicap, et ça, c'est plutôt lié à mon caractère ou à mon tempérament. Et en dehors de ta vie professionnelle, quelles sont tes passions, tes activités? Alors, comme je disais, il y a le ski, il y a le paddle, il y a la marche, il y a l'aviron. Bon, en ce moment, je ne peux pas parce que j'ai la main dans le plâtre. Et c'est la main droite, donc c'est très pratique pour tenir la canne blanche, vous pouvez vous en douter. Ça, c'est hyper pratique. Tu as la canne dans la main droite, j'ai l'impression. Ouais, oui. J'ai essayé avec la main gauche, mais Non, moi, j'arrive pas. je suis extrêmement Moi, maladroite. Est-ce que dans ta vie privée ou professionnelle, il y a un moment ou une personne ou même une musique qui t'ont inspiré ou qui t'a motivé? Ah, il y en a énormément. Déjà, les personnes, je sais que je vous parle beaucoup d'autres personnes malvoyantes et aveugles, mais le fait de me dire que telle personne plus âgée que moi, elle a réussi à faire telle chose, elle a vécu ceci, ça m'a souvent fait penser, et là, grâce au GRSA, à toutes ces associations, ça m'a souvent fait penser, tiens, mais si le copain ou la copine, il a pu faire ça, ça veut dire que moi, j'ai aussi le droit d'essayer. Peut-être que je vais y arriver, peut-être pas, mais j'ai au moins le droit d'essayer. Et oui, des musiques aussi. C'est vrai que le chant a fait souvent beaucoup de bien. Et la lecture aussi. Je me suis toujours beaucoup évadée dans les livres et surtout dans des moments peut-être un peu difficiles. J'ai beaucoup lu et je ne sais pas si c'est pareil pour vous les filles. Vous êtes toutes les trois non-voyantes aussi. Et pour moi, le fait de découvrir dans les livres les descriptions de paysages, de couleurs, ça m'a aidé à comprendre. Ça m'a aidé à comprendre un paysage, une montagne.
Moi, ça dépend de comment c'est décrit. Bien sûr, moi aussi. Il faut que ça soit bien écrit. Mais Et même, parfois, fois, j'ai même pas envie de faire attention au paysage. Bah non, parfois t'as pas envie et c'est ok. Mais je sais que moi, c'est parfois des choses qui m'ont inspirée. Mais surtout, je vous avoue que je suis beaucoup plus curieuse des gens que des choses. Donc, les descriptions des personnes. Et parfois, je m'amuse à imaginer à quoi ressemble telle ou telle personne. Mais avec une collègue, elle m'a dit, alors dis-moi comment tu imagines les personnes de notre entourage professionnel. Et on a beaucoup ri. Par rapport à la cécité, c'est comme s'il y avait... comme si nous, on était complètement différents des autres, alors que c'est juste qu'on ne voit pas. Donc, tu as raison. Les gens, parfois, oublient qu'on est fondamentalement similaires et qu'on a juste une différence. Et je crois qu'on aura fait un grand pas le jour où on mettra plus l'accent sur les similitudes que sur les différences. Tellement. Là, c'est pas encore le cas. Ah non, non, je suis d'accord. Mais je pense quand même que le fait d'avoir un handicap peut exacerber certaines choses. Par exemple, tout le monde peut se sentir mal à l'aise à l'idée de, je sais pas, de parler en public, par exemple. Mais quand on a un handicap visuel, on a en plus la dimension de se dire, est-ce que je suis bien positionnée par rapport aux gens qui m'écoutent ? Est-ce que je regarde au bon endroit ? Alors, vous savez ce que c'est la technique que j'ai trouvée ? Quand je dois parler devant beaucoup de parents, je commence par dire une énorme ânerie et j'écoute les éclats de rire et je me dis « Ah ouais, il y a plein de monde !» ou bien « Ah, ils sont positionnés un peu loin de moi !» ou bien « Ah, ils sont plus proches !» Dernière question, c'est quoi le message que tu aimerais faire passer à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment et plus particulièrement ceux qui sont aveugles et... Le message, alors il y a tout plein de messages que je pourrais faire passer, mais ce qui me paraît le plus important, c'est vraiment l'importance de l'entraide. C'est très important. L'aide, c'est-à-dire d'institutions, d'associations diverses, mais aussi l'entraide d'avoir autour de soi aussi des personnes malvoyantes et aveugles. Alors, on ne va pas forcément appeler tous les 3 jours parce qu'on a tous des tas de potes un peu partout, mais dont on peut s'inspirer ou à qui on peut demander conseil. Et vraiment, ce que j'aimerais faire passer, c'est l'importance de cette entraide-là pour sortir de situations parfois difficiles. Et ce que j'aimerais aussi faire passer, ce qui me paraît extrêmement important, c'est que, au final, être aveugle ou être voyant, il y a une différence qui est le fait de voir ou de ne pas voir, ou de voir mal, et que pour tout le reste, on est tous des humains. Et j'aimerais bien qu'on puisse retenir plutôt ça, au lieu de se focaliser beaucoup sur le fait d'être aveugle ou de ne pas l'être. Ah, ça, on est tout à fait d'accord. Et 3e message, c'est tout ce que peuvent nous apporter les nouvelles technologies et dans une certaine mesure l'intelligence artificielle, parce que grâce à l'intelligence artificielle, on a enfin accès aux photos, aux images qui peuvent nous être décrites, et les descriptions générées par intelligence artificielle sont remarquables de précision et de qualité. Donc l'intelligence artificielle n'a pas que des défauts. Alors, un immense merci à toi, Marie-Pierre, pour ton témoignage, ton parcours et ton expérience de vie, du coup, surtout en général, nous montrent que tout est possible et tes conseils vont certainement parler à beaucoup d'élèves. Cet épisode est le dernier de l'année scolaire et on est très fiers de ce qu'on a construit ensemble. Cette année, le projet podcast du CCDV a vraiment pris forme. On est maintenant autonome pour construire nos grilles d'interview, proposer des invités qui nous inspirent, qui nous parlent pour les métiers qu'on a envie de faire, dont on est intéressé. Choisir nos sujets et porter nos voix, ce qui est le plus important. Merci à Gilles, notre technicien son à la BBR, pour son accompagnement permanent et sans faille, tout au long du projet. Parce que ça, c'est pas rien de se dire qu'on nous fait confiance, parce que c'est très enrichissant et ça nous donne de la motivation.
Plus largement à l'ABA, du coup, toute la BBR et l'ABA, parce que ça englobe tout ça. À nos enseignantes du CCDV qui nous ont accompagnés et à toutes les personnes qui nous ont écoutés et soutenus. À bientôt et on espère vraiment à l'année prochaine. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.